Téléspectateurs de la région de Ségou, merci de cette fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Acteur clé de l'avènement de la Troisième République au Mali, Maître Moutaka Tall est notre invité dans ce contexte de changement constitutionnel. Maître Moutaka Tall, merci de cette énième comparution devant notre auguste jury. Merci de votre invitation et je suis heureux d'être encore devant vous. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Segebedji, directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Maître, encore une fois, bienvenue et votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir. Je n'ai aucune prise sur le jury, sa composition, mais je n'ai également aucune inquiétude parce que j'ai devant moi des hommes de valeur. Peut-être qu'un jour je dirai des femmes et des hommes de valeur, je n'ai pas encore l'opportunité de les dire. Okay. Abdraman, vous avez une attente particulière? C'est un plaisir partagé. Par attente particulière, nous le recevons, comme vous le savez, dans un contexte de bouillonnement de l'actualité. Et il s'est illustré. Tout de changement constitutionnel. Il s'est illustré, de changement constitutionnel et puis de beaucoup d'autres choses aussi. Il s'est illustré pendant, après une longue absence sur la scène, il s'est illustré. Il a cette magie-là de pouvoir réapparaître quand il le faut tout juste. Et je pense que nous aussi, nous allons en profiter pour lui tirer beaucoup de consistance au profit des téléspectateurs et des auditeurs. Et voilà, il sera jugé, je pense, sur sa constance dans les prises de position et la consistance de ce qu'il va nous dire sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Bruno, Maître Moutaka Tall comparaît devant les grands jurys ce soir. Oui, vous l'avez déjà dit en plantant le décor, c'est le contexte de la nouvelle constitution en chantier. Donc c'est l'avocat, c'est l'homme politique, donc c'est le juriste. C'est l'artisan, surtout un des artisans de la Troisième République. C'est l'artisan de la Troisième République, c'est un des meilleurs défenseurs des droits humains. Oui. Les droits humains sont en bonne place dans ce texte, donc on se réjouit de l'avoir en face. Ok. Maître, le décor étant bien planté, le jury vient justement d'être informé de la tenue du 32e anniversaire de l'avènement du Synode Association. 32 ans après, quel souvenir vous gardez des premières heures de cette association, Maître? Oui, c'était un 18 octobre 1990. Le Mali vivait sous l'empire du parti unique et constitutionnel, ce qui suppose l'interdiction de constituer toute autre force politique. Il fallait faire preuve, premièrement, d'ingéniosité pour pouvoir exister sans s'exposer. Nous sommes le 18 octobre 1990. 90. Oui. Premièrement et deuxièmement, il fallait aller un peu au-delà du courage et faire preuve de témérité pour affronter un régime installé et constitutionnellement inviolable. Donc des hommes et des femmes se sont réunis. Avant-hier, j'ai tenu à saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés, mais aussi saluer la constance et la résilience de ceux qui avaient porté ces idéaux, qui continuent à les porter sans compromission. Abdraman, nous sommes dans les questions de généralité. Non, nous sommes dans les questions de généralité, effectivement. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Nous sommes vraiment dans une ambiance de commémoration tous azimuts, puisque c'est octobre que tout cela avait commencé, aussitôt pour lui, mais pour d'autres associations du mouvement démocratique. Un mouvement démocratique que lui, il pense, selon ses estimations, est mort depuis l'installation de Alpha Oumar Konaré pour lui. Le mouvement démocratique n'existe plus et que le relais a été pris par des politiques qu'il accuse d'ailleurs de s'être très mal comporté au point de discréditer la classe politique dans son ensemble. Et il pense que la responsabilité ne peut être collective
Il ne peut être... Il sait, Maître Moutara, il le sait. Je reprends ces mots, il le sait. Et que la responsabilité ne peut qu'être individuelle. Tous. Bon. Et par ailleurs, il pense aussi que le M5 RFP est intervenu pour redresser tous ces torts causés pendant les 30 dernières années de la démocratie malienne. Donc j'ai une question à deux niveaux. Quelle est la part des responsabilités de celui qui a cheminé à un certain moment avec Alpha Oumane Konaré, 10 ans avec ATT, et peut-être plus d'un mandat, ou bien un mandat entier avec Ibeka? C'est le premier niveau. L'autre niveau, est-ce que vous pensez que le M5 RFP est aujourd'hui habilité à porter cette mission historique que vous voulez lui attribuer, avec les dissensions qui ont eu raison de ce mouvement et l'éclatement qu'il a subi? D'abord, je n'ai jamais parlé de la mort du mouvement démocratique. J'ai dit qu'à la suite de la prestation de serment du président élu en 1992, le mouvement démocratique avait fini d'accomplir sa mission historique. C'est différent de la mort. Ensuite, j'ai ajouté, et c'est vrai, que ceux qui avaient eu l'opportunité de mettre en application les idéaux du mouvement démocratique ont beaucoup failli. Je ne dis jamais tout seul. Moi, je ne suis jamais dans les accusations collectives. Je n'accuse jamais l'ensemble des militantes et des militants de l'ADEMA que je respecte. Mais les responsables de l'ADEMA, beaucoup parmi ces responsables, qui ont eu la chance de prendre en charge l'État, ont galvaudé les idéaux du 26 mars et ont fait en sorte qu'aujourd'hui, au Mali, on remet même en cause la démocratie et sa pertinence. Il faudrait accepter les autocritiques à ce niveau. Oui, nous avons cheminé 9 mois sur 5 ans avec Alpha Oumane Konaré. Nous avons été conviés au gouvernement pour sauver la démocratie dans des circonstances dont j'ai déjà parlé. Et nous avons décidé de quitter les navires quand nous avons compris que nous n'avions pas notre place. Nous avons dit que ce qui s'est passé ne nous convenait pas et ne correspondait pas aux idéaux communs. J'ai toujours dit que autant je récuse ou ben nodo tous coupables, mais il faut être exigeant avec soi. Assumer pleinement sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé dans ce pays. Mais ce faisant, j'ajoute toujours qu'il faut que tous les responsables passent par ce que j'appelle le scanner politique. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quelles sont les fautes que tu as commises? Et à partir de ce moment, moi j'ai confiance au jugement du peuple. Le peuple saura juger chacun de ceux qui ont pris part à la déchéance de notre pays. Et je sais que le jugement de l'histoire est implacable et impartial. Nous allons passer au terminaire. Je dis effectivement que vous comptez sur le RFP, le M5 RFP. Pour ce qui concerne le M5 RFP, je pense que il faudrait quand même distinguer les responsables du M5 et l'idéal du M5 porté par tout un peuple. Pour ce qui concerne les responsables, on leur fait souvent le procès d'avoir contribué peu ou prou à la gestion du pays. Mais on ne peut pas leur reprocher deux choses. D'avoir dit non à un certain moment et d'avoir résisté aux appels de sirène quand on leur a dit « voici le pouvoir, prenez la plus grande partie ». N'oublions jamais cela. Tout le monde ne peut pas dire non en ce moment. Oui, mais non, il n'est pas en train de... On est dans la généralité, mais il n'a pas répondu. C'est pas le bilan. Il n'a pas répondu à la question. Maître Tal, est-ce que vous pouvez nous compter un peu le 18 octobre 1990? Parce que vous avez décrit que c'était le temps du parti unique constitutionnel. Je suppose que c'était
l'enfer pour un jeune avocat qui pouvait pointer le nez sur la scène politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Brièvement, si vous pouvez. Ça va être l'homme en 2 minutes. Ah oui. On avait le choix ce jour, personnellement, si vous me posez la question. J'étais un jeune avocat, très bien installé. Alors qu'il y avait la dictature. Il y avait la dictature. Pure et dure. Un des cabinets les plus importants de Bamako à l'époque. Aucun problème d'ordre matériel. Mais j'avais d'autres types de problèmes. Je continue à croire, et je crois en ce moment, que la liberté est aussi indispensable à un homme qui se veut libre, que l'atmosphère, que l'oxygène qu'il respire. Il ne fallait pas accepter de garder les Maliens dans le carcan du parti unique et dans l'absence de liberté. Nous nous sommes donc battus pour le pluralisme démocratique, avec tous les risques que cela supposait. Personne parmi les initiateurs ne pouvait jurer d'en sortir vivant. D'ailleurs, à certains moments, nous avons dit que chacun doit écrire dans une enveloppe scellée et gardée le nom de celui qui devrait prendre le relais s'il est arrivé de disparaître. Mais notre appel a été entendu par le peuple malien. Et ce 18 octobre, nous étions 47 personnes qui s'étaient réunies pour dire voilà ce que nous voulons pour le Mali à travers un manifeste et avec un appel au peuple malien. Celles et ceux qui étaient là ont décidé de confier le sort de cette association qui naissait, de cette première opposition à visage ouvert à un jeune homme de 33 ans qui s'appelait Muntagatal. Je continue à les en remercier. Et les heures d'après, vous étiez dans la clandestinité? Je suppose qu'il devrait y avoir une répression. Non, les heures d'après, nous avons tout de suite essayé, parce que l'objectif c'était de sortir de la clandestinité et d'assumer l'opposition à visage découvert. Et de braver le pouvoir, je suppose. Et de braver le pouvoir, mais surtout l'objectif, c'était d'instaurer la liberté. Et nous avons pris beaucoup d'initiatives, nous avons fait des lettres au parti unique à l'époque pour dire nous ne voulons pas l'affrontement, nous voulons l'ouverture. Donc ce n'était pas une simple bravade, c'était vraiment un besoin d'oxygéner le peuple avec la liberté. D'accord. Voilà. C'est effectivement, je ne sais pas, cette liberté-là, depuis quelques jours, on en parle beaucoup avec cet épisode de Djoliba avec la HAC qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes toujours illustré comme un défenseur de ces libertés, particulièrement de la presse, à laquelle vous consacrez annuellement une présentation de vœux. Et pourquoi on ne vous a pas entendu sur cet épisode-là? Parce que j'attends la décision de la HAC. Et croyez-moi, je saurai quelque chose à dire quand j'entendrai la sentence de la HAC. Non, parce qu'en la matière, ce n'est pas les sentences seulement qui comptent, c'est déjà les motivations. Et les motivations de la HAC sont contenues dans la lettre qu'elle a déjà adressée aux intéressés. Et dans cette lettre, les motivations, force et de le reconnaître, c'est des motivations qui peuvent inciter à l'autocensure, qui peuvent intimider. Et tout ça, ça fait partie des choses et des pratiques qui compromettent quand même une liberté de presse. Vous ne pouvez pas. Et si la HAC ne dit rien, même si la HAC ne dit rien, sa lettre aura déjà provoqué un effet. Je n'accepterai pas les atteintes à la liberté de la presse. J'ai assez donné pour ça, à toutes les formes de liberté. Effectivement, c'est pourquoi on était étonné de ne pas vous entendre. Vous savez, quand on pose une question, on attend la réponse. C'est le minimum. Je n'accepterai aucune forme d'atteinte à la liberté de la presse. D'accord. Je vous dis, je vous l'ai redit, la HAC a enclenché une procédure. Je suis sûr que Djoliba FM saura dire qu'elle n'a enfreint aucune loi. Mais après, il faudrait que la HAC se prononce. Et si la HAC dit « je me suis trompé », je la féliciterai pour cela. Mais si elle rentre en condamnation ou en prenant des sanctions contre un organe auquel je ne reproche rien dans ce cas précis,
croyez-moi, je serai aussi entendu que vous. D'accord. Bruno, s'il vous plaît, on va véritablement évoluer. Nous avons, ce mardi, nous avons assisté à une passe d'armes entre le ministre des Affaires étrangères du Mali et le représentant de la France auprès des Nations Unies. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez une question? Oui, Maître Moutagatal, cette plainte où l'État malien affirme solennellement détenir des preuves par rapport à l'implication de la France en faveur des groupes armés terroristes. Certains observateurs disent que pourquoi ne pas publier, pourquoi ne pas sortir ces preuves quand on sait qu'il y a des obstacles, des blocages pour que cette réunion spécifique réclamée par l'État malien se tienne. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ceux qui disent cela ont tort. Le Mali a porté plainte devant l'instance habilitée pour traiter ce genre de dossier, qui s'appelle le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'est devant ce Conseil de sécurité que le débat doit se faire. Pas devant l'Assemblée générale, pas devant la presse, mais devant le Conseil de sécurité. Mais comme il y a des réticents, parce que... J'arrive. Alors, on constate qu'il y a des blocages réels. Maître, sauf que ce mardi, il s'agissait bel et bien d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ah non, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit sur des ordres du jour. L'ordre du jour ne portait pas sur la plainte du Mali. Et certains ont dit qu'il fallait en profiter. Mais croyez-moi, le président du Conseil de sécurité aurait pu dire ce n'est pas l'ordre du jour. Et ça aurait été une humiliation pour le Mali de ne pas savoir qu'est-ce qu'un ordre du jour. Mais je vais plus loin. Ce n'est pas ça le propos. Cette affaire pose deux problèmes. Le premier, c'est que le temps est venu de revoir les règles de fonctionnement des Nations Unies. On parle beaucoup du droit de veto, mais ce n'est pas ça le seul dysfonctionnement. Il y a ce genre de choses. Et c'est là la deuxième chose qui se réduit à quoi? Je prends une image. On dit à un plaignant, tu ne peux pas venir devant un tribunal que si ta plainte est portée par un juge. Moi, si je suis juge, accusé, mon honneur serait de dire, moi je porte ta plainte, viens t'expliquer, le monde verra que tu as tort. C'est ce qui a été demandé par le ministre Diop. C'est ce qui a été demandé, c'est ça la position du Mali aujourd'hui. C'est ce qui est visiblement refusé. C'est ce qui est visiblement refusé. Alors, c'est là qu'on dit à quoi? À une prise de conscience générale du fait qu'il y a un blocage, ce qui va autoriser à terme le Mali à exposer ses griefs devant d'autres instances que l'instance normalement habilitée, sans être exposé à des critiques, sans qu'on puisse dire au Mali, tu fais de la communication, tu devais t'expliquer devant les conseils de sécurité. Le monde entier sait aujourd'hui qu'il y a un blocage, c'est qu'il libère le Mali. D'accord. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf, chaque chose à son temps. C'était ni le lieu ni le moment. C'était le lieu. Oui. Mais ce n'était pas l'ordre du jour. D'accord. Mais pourtant, la question avait été superficiellement abordée. Puisque il ne s'agit pas de l'aborder de façon... Comme il l'a dit, de créer ainsi, au point de créer, tout a été abordé sur le sujet, sauf les preuves donc, que tout le monde attendait. Et d'ailleurs, maître, vous faisiez partie des gens qui attendaient ces preuves-là. Puisque je me rappelle qu'en évoquant devant les militants du M5 et RFP le sujet, vous leur avez bel et bien dit que cette question est débattue partout dans le monde, sauf au Conseil de sécurité, et que l'Assemblée générale qui devait suivre ne pouvait empêcher le Mali d'évoquer, et que, pour reprendre votre phrase, le Mali parlera, le Mali prouvera, et le monde saura. Qui peut empêcher le Mali de parler à l'Assemblée générale? Donc à l'Assemblée générale, déjà, vous-même, vous attendiez à ce que ces preuves-là soient déroulées. Au lieu de quoi, non, on n'a pas eu droit. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, s'il y a un blocage, malgré les amitiés et les partenariats dont le Mali dispose au Conseil de sécurité, notamment la Chine, la Russie qui aurait pu porter, qui ne sont pas la France, mais qui aurait pu porter la plainte du Mali, s'ils étaient réellement nos partenaires, puisqu'il y a blocage, il y a d'autres tribunes
il y a d'autres espaces où on pouvait reconquérir notre crédibilité, la crédibilité de nos preuves en les présentant. Vous avez vous-même dit que le monde entier débat déjà de ça, connaît déjà ça. Donc le Mali a l'opportunité de dérouler ses pays. Les espaces ne manquent pas, les canaux ne manquent pas. Okay. Si les questions prennent le peu de temps que nous disposons, il n'y en aura pas pour les réponses. Allez-y, vous avez le temps pour répondre. Ce que vous dites comporte 3 aspects. Comme tous les Maliens, je suis pressé que le Mali mette enfin sur la table les éléments dont il dispose pour que tout soit clair pour tout le monde. Comme tout Malien, j'ai pensé que l'Assemblée générale aurait été une bonne tribune pour le faire. Mais ce que le Mali a mis en mission, estimant le temps qui leur avait été donné pour parler de l'ensemble des problèmes, ont estimé qu'il fallait attendre. Mais cela n'enlève rien à ce que j'ai dit. Et je le répète, le Mali parlera et le Mali sera entendu. Le Mali prouvera et le monde saura. Je suis désolé qu'on ne laisse pas parler un invité. Okay, c'est terrible et c'est regrettable. Allez-y, maître, s'il vous plaît. Donc le Mali parlera, le Mali se fera entendre. Ok. Bruno, l'affaire des 46 militaires ivoiriens reste entière. Oui. Maître, le voisinage, la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. Et ici, sur ce plateau, notre homme politique avait fait quasiment un plaidoyer pour que le chef de l'État tienne compte de ce contexte-là, de bon voisinage, pour faire quelque chose. Aujourd'hui, on parle de dossiers judiciarisés. Vous, avocat, homme politique, quelle analyse vous faites à l'état actuel, avec tous les plaidoyers, toutes les interventions, toutes les médiations possibles? Le dossier-là est en stand-by. Vous parlez de maître Chagmar Konaré? Poulon notamment, qui a dit qu'on dirige un pays pour résoudre les problèmes et non en créer. Cette situation est un problème qui est créé. Quel conseil avez-vous à donner? Quelle analyse faites-vous en l'état actuel? Aucun Malien sensé, aucun Ivoirien conscient ne peut souhaiter des relations difficiles, tendues ou mauvaises entre nos deux pays. Trop de choses nous lient. Au-delà de l'histoire, au-delà de la géographie, au-delà de la culture, il y a tous les intérêts du moment. Mais, aussi bien que la langue et les dents peuvent se quereller, des tensions peuvent apparaître à un certain moment entre différents pays. Ce dossier, je souhaite comme tout le monde son règlement rapide. Il y a des canaux qui sont clairement dégagés. La voie diplomatique, on ne peut pas l'occulter. Elle devrait se faire à Lomé, sous l'égide du président Gnassingbé Faure. La voie judiciaire, même si elle est menée à son terme, il devrait avoir 2 choses. Premièrement, la célérité. Deuxièmement, des mesures d'apaisement si un jugement il y a. Mais on ne peut pas ne pas souhaiter aujourd'hui que cette affaire soit réglée le plus rapidement possible et que le Mali et l'ensemble de ses voisins renouent des relations de bon voisinage et de bonne coopération. Non, je n'ai pas fini. Est-ce que vous avez l'impression que cette célérité est de mise aujourd'hui dans la voie judiciaire, cette célérité-là? Parce que certains parlent de correctionnaliser le dossier pour éviter la phase d'instruction, etc., juger rapidement pour la grâce. D'éventuels échanges, C'est Maître Tapo, par exemple, qui disait que c'est possible de correctionnaliser pour éviter les phases d'appel de l'instruction. Est-ce que vous avez l'impression que la célérité est de mise dans ce dossier? J'avoue que je ne suis pas dans le secret de l'instruction de ce dossier. Mais je sais aussi que techniquement, la correctionnalisation est un procédé pour aller vite. Et je pense sincèrement qu'il faut aller vite dans le traitement de ce dossier et en sortir. Vous savez, en allant un peu au-delà de ce dossier, le Mali, depuis le changement
notamment depuis la rectification de la transition, a engrangé des bénéfices extrêmement importants sur la base des actions menées. Aujourd'hui, le Mali est respecté, le Mali n'est plus piétiné, la souveraineté du Mali est respectée, les choix du Mali sont respectés. C'est un socle solide. Sur ce socle solide aujourd'hui, ce qu'il convient, c'est à l'interne de s'attacher davantage sur les questions de sécurité, de cohésion et de développement, et à l'extérieur, normaliser nos relations avec nos voisins dans le respect des principes qui sous-tendent ce socle. Abdelrahman, pour sortir des Pour sortir de ces généralités, moi je veux savoir que je suis un peu perdu par rapport à cette question-là. Je l'ai beaucoup écouté lui-même, il a beaucoup épuisé là-dessus. Okay. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les traitements qu'on tente de faire de ces dossiers, et qu'on a déjà fait d'ailleurs, puisque la judiciarisation a même conduit, après la judiciarisation, les négociations et la voie diplomatique ont conduit à la libération de 3 pour raisons humanitaires. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, libérer des gens pour raisons humanitaires? Moi, je sais qu'il y a, par exemple, peut-être si les gens étaient déjà condamnés, il y avait la possibilité de grâce qu'on pouvait leur accorder, mais pour raison, est-ce que ce ne sont pas des voies qui décrédibilisent un peu les griefs qu'on leur reproche? Puis c'est très grave ce qu'on leur reproche. On leur revoit un mercenariat, une tentative de déstabilisation de l'État. Vous pensez que c'est proportionnel aux voies qu'on est en train de choisir pour régler ce problème? Vous savez, la justice elle-même doit être humaine. Et dans sa liberté d'appréciation, le juge peut prendre des mesures judiciaires en tenant compte du volet humanitaire. Ce n'est pas propre à ce dossier, ça arrive très fréquemment. Okay. Oui, mais vous êtes sûr que ça ne décrédibilise pas les griefs? Mais puisque c'est une pratique constante, puisque ça relève de la liberté d'appréciation du juge, je ne vois pas en quoi ça peut être décrédibilisant. Ok. S'il vous plaît, je termine sur ce point. Maître Tal, il y a certains Maliens qui trouvent que sur ce dossier ou sur d'autres, l'État malien ouvre beaucoup trop de fronts. Ou bien l'État malien a ouvert beaucoup trop de fronts. Quand Antonio Gutiérrez intervient pour demander la libération de ses militaires et que l'État malien ne semble pas disposé à le faire, et on aperçoit par là que c'est aussi un front par rapport à d'autres États, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport aux médiateurs. Des Maliens trouvent que c'est un peu gênant qu'il y ait autant de fronts. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Mais je vous ai dit que sur le socle solide qu'on a pu bâtir, il faut aujourd'hui, sur le plan international, normaliser dans le respect de la souveraineté du Mali. Et que sur le plan interne, il faut s'atteler davantage aux questions de sécurité, de cohésion nationale et de développement. D'accord. Vous me faites redire la même chose. Mais, sauf que la mouture de l'avant-projet de la nouvelle constitution a été présentée au président de la transition. Vous avez une question pour... Oui, mais c'est clair, il y a beaucoup de questions sur cette question, puisque vous l'avez dit. C'est quand même une première question. Il a quand même été... Qu'est-ce qu'on reproche à ce... Il a quand même été... Il a quand même été un acteur du mouvement démocratique. Il a participé également certainement à la rédaction de la Constitution de 1992. Il a siégé à la conférence nationale. Donc il connaît bien les constitutions, c'est un juriste. Et ce qu'on reproche à la Constitution, c'est d'être un peu trop dans les détails, alors que les constitutions sont faites pour... L'avant-projet, oui, effectivement. L'avant-projet, c'est être dans les détails. D'épicier parfois, alors que les constitutions sont faites pour rester dans les grands principes. Qu'est-ce que vous dites? Je sais que vous avez lu déjà le texte. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? En 1992, quand le mouvement démocratique et l'aile militaire se sont retrouvés à la maison du peuple, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer la transition. Je revenais, certains diront un exil, d'autres diraient une tournée. En tout cas, je revenais de 3 semaines d'absence. J'ai ouvert ma serviette. J'ai dit, moi, j'ai travaillé sur ce point pendant mon absence. Voici un document. Anatole Sangaré, Bébel Sidibé et moi-même avons été désignés
pour travailler à partir de ce document sur ce qui a été l'acte fondamental qui a géré la transition. Ce document a également servi comme une sorte d'avant-projet ou d'avant-projet pour ce qui est devenu ensuite la Constitution de 1992 qui a été travaillée pendant la conférence nationale, mais pendant 15 jours seulement. Et cette Constitution a tenu 30 années. Aujourd'hui, le besoin est évident de tenir compte des évolutions, des besoins nouveaux et des lacunes. Une commission a été mise en place. Je salue la probité et la compétence de ses membres qui a dû tenir compte d'un certain nombre d'impératifs, notamment tout ce qui est réclamé par la conférence nationale, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque Malien... Les assises nationales. Les assises nationales de la refondation, les ANR, tous les Maliens sont devenus des spécialistes et des sachants. Ils ont essayé, dans un souci pédagogique, de mettre de côté le maximum de polémiques possibles. Ça a conduit, j'en conviens avec vous, à l'adoption d'un avant-projet qui, encore une fois, je le répète, n'est qu'une esquisse, une maquette. Il y aura toutes sortes de débats possibles et il faudrait que l'on soit le plus attentif à ce qui va être dit et à ne pas faire de l'autisme amélioré sans être clivant. Oui, il y a des dispositions qui, tenant compte de ce que je viens de dire, n'avaient certainement pas leur place dans une constitution, mais il y a un interdit de les faire. Ce qu'on appelle la légistique, la façon d'écrire un texte. Vous avez raison, on peut sortir de la Constitution un certain nombre de choses. D'ailleurs, ce n'est pas que des questions de pure forme. Quand on regarde cette Constitution, il doit y avoir une vingtaine d'articles consacrés dans le titre des pouvoirs à les forces armées et de sécurité, à l'administration, aux autorités indépendantes, qui ne sont pas des pouvoirs, qui sont des autorités ou des outils de travail. Quand on les met dans une constitution comme des pouvoirs, non seulement on se serait trompé sur leur nature, certaines sont des autorités mais pas des pouvoirs, mais on peut en faire l'économie. Mais ça, ce sont des faiblesses face à des efforts extraordinaires pour donner un avant-projet, une esquisse, une maquette de très bonne qualité. Est-ce que, comme vous l'avez dit, dans l'esprit, cette constitution, cet avant-projet de constitution, ce texte n'est pas en train de vouloir un peu tourner, comme vous l'avez dit, la page des 30 années que nous avons, forcément. Parce que quand on regarde dans le préambule, quand je regarde le préambule de l'ancienne constitution, directement, on commence par affirmer la volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la révolution de 91. On évoque les martyrs dans l'ancienne constitution, dans l'ancienne constitution, dans le nouvel avant-projet. On a l'impression qu'ils sont un peu relégués au second plan et on les met parfois même au même titre d'égalité que les gens qui sont combattus pour un certain changement, les forces du changement, ainsi de suite là. Est-ce que le rassemblement qu'on cherche n'est pas en train de tourner un peu vers des clivages, n'est pas en train de nous enfoncer davantage? Est-ce que les rédacteurs ont eu raison de faire référence au M5 et au CNSP? Dans les clivages historiques. Oui. Ce que et d'ailleurs, auquel peut-être l'acteur du 26 mars qu'il est en train de... Que l'acteur du 26 mars qu'il est en train de cautionner. Allez-y, maître, s'il vous plaît. C'est un peu étonnant. Abdraman est toujours dans son provocation. Non, pas dans la provocation, mais moi, je souhaiterais juste avoir le temps de... Allez-y, maître. Parce que je suis là pour ça. Vous avez le temps. Il va avoir le crachoir. Allez-y. Bien. Quand on regarde le préambule, il y a des rappels historiques qui vont des empires à ceux qui se sont opposés à la pénétration coloniale, à ceux qui se sont battus contre la colonisation, à ceux qui se sont battus
pour la liberté et la démocratie, et à ceux qui ont demandé que le Mali soit refondé et qu'on aille vers un nouveau Mali. Chacun trouve sa part, mais ce que je dis qui est important, personne ne trouvera tout ce qu'il veut dans une constitution. Il y a toujours une unanimité impossible. Il y a toujours une part de frustration. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a le référendum constitutionnel. C'est pour cette raison qu'il y a des débats pour que chacun dise ce qu'il pense. Mais nul ne doit croire qu'il aura tout ce qu'il veut dans une constitution. On entend aujourd'hui beaucoup de couches socio-professionnelles, beaucoup de couches sociales se plaindre pour tel ou tel aspect. Si nous en avions le temps, nous pourrons en parler. Certaines de ces couches ont tout à fait raison, d'autres n'ont peut-être pas compris, mais cette pédagogie-là s'impose aujourd'hui. Maître Moutagatal, pour le contenu même du projet. Oui, le contenu, j'aurais voulu être sur la forme, mais on va aller vers le contenu. Beaucoup de spécialistes, constitutionnalistes, l'ayant lu, trouvent que les pouvoirs du président de la République sont exorbitants, sont trop renforcés. Et le fait aussi, il déplore le fait que vous avez été l'un des premiers initiateurs de la motion de censure au Mali, selon, si je ne me trompe pas. Pas l'un, celui qui a initié la première motion de censure. Aujourd'hui, et c'est bien apprécié cet élément-là, cette nouvelle mouture ne contient plus la possibilité d'avoir des motions de censure. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces remarques-là? Le pouvoir du président de la République trop renforcé, impossibilité qu'il y ait cet équilibre de pouvoir à travers la motion de censure, la dissolution de l'Assemblée. Si vous le permettez, je vais essayer, peut-être dans une intervention qui va être un peu plus longue que les autres, mais qui va quand même permettre de répondre à toutes ces questions. Allez-y. De vous dire ce que je pense réellement de cette Constitution est en 3 volets. Il y a des enrichissements qui sont possibles aujourd'hui, parce que ce n'est pas un texte parfait. J'ai des interrogations suivies de propositions, et en 3e lieu, il y a des innovations sur lesquelles on peut s'exprimer. D'abord, les innovations. Il est heureux de constater aujourd'hui que le fait régional ou ethnique a été intégré parmi les éléments prohibés. On ne peut pas aujourd'hui prendre l'ethnie ou la région pour en faire une cause. Il faut que la cause reste nationale et malienne. Il y a la déchéance du mandat d'un élu s'il fait l'objet d'une condamnation définitive. Il y a la fin du nomadisme politique qui est acté. Il y a la Cour constitutionnelle qui ne se prononce plus en premier ressort sur les résultats de l'élection législative et communale. Il y a la problématique de la nationalité exclusivement malienne du président de la République. Là, du candidat. Du candidat. Là, je voudrais dire une chose qui est importante. En 1994, c'est le Sénat qui a déposé la première proposition de loi pour la double nationalité. J'y tiens comme à la première de mes yeux. Un binational peut être député, maire, conseiller. Mais faut-il qu'il soit président de la République? Ce qui suppose qu'à Bamako, il sera soumis à l'autorité de l'ambassadeur de l'autre pays dont il a la nationalité. Que s'il va dans ce pays, il va être traité comme n'importe quel autre citoyen. Est-ce qu'on ne doit pas tous réfléchir à cela pour répondre à cette question? Il y a la prorogation de certains délais pour éviter les blocages constitutionnels ou institutionnels. Il y a aussi, c'est important, la fin de l'immunité des ministres
ou des députés. Et j'en termine, la responsabilité pénale du président de la République, même s'il y a des modalités. Voici pour les innovations qui sont importantes et qu'il convient de saluer. Mais j'ai dit qu'il y a aussi des enrichissements possibles. Je regrette pour ma part, je pense que c'est une omission, que la discrimination positive, notamment à l'égard des femmes, n'ait pas été actée. Si cela n'est pas fait, la loi 092, par exemple, 0052, oui, ne sera plus légale, constitutionnelle. Je regrette que les délais de garde à vue en matière de terrorisme ne soient pas prorogés. 48 heures pour une affaire de terrorisme, chacun sait que ce n'est pas possible. Et si on va au-delà, on serait en train de violer la loi. Je suis devant vous, l'autorité de régulation de la presse doit être citée dans la Constitution. Elle doit être unique. Cela manque. Les questions d'environnement ont été survolées. La biodiversité, les questions climatiques ne sont pas là. Un point important, je pense, je le soutiens depuis très longtemps, dans le serment du président, il faut permettre qu'il jure sur le livre saint de sa croyance. Ça n'a rien de contraire à la laïcité. Il manque, selon moi, le principe de l'imprescriptibilité des crimes d'atteinte au bien public. Pas de prescription. Tu les fais, tu es poursuivable ad vitam aeternam. Oui. Et je vais même plus loin. Il faut que ce soit rétroactif. Oui. Malheureusement, c'est le dernier point sur les enrichissements possibles. On a beaucoup parlé de légitimité traditionnelle. Dans l'esprit des rédacteurs, ça intègre les légitimités religieuses. Je pense que ce n'est pas la même chose. Il faut mettre à côté des légitimités traditionnelles les autorités religieuses. Je n'ai pas parlé des propositions et des interrogations. Mais en clair, est-ce que ce projet... Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, est-ce que ce n'est pas un présidentialisme qui ne dit pas son nom? Le renforcement des pouvoirs du président. Vous savez, les rédacteurs ont fait un choix. Mais je crois qu'ils ne sont pas allés au terme de leur choix. Oui, cette constitution a une tendance plus présidentialiste ou plus présidentielle qu'autre chose. C'est pour cette raison qu'il y a ces questions de motion de censure autres, mais dans cette logique, ils auraient dû supprimer le Premier ministre. En maintenant le Premier ministre, dans une constitution de tendance présidentielle, on ne peut pas aller au bout des logiques. Et je l'ai d'ailleurs déjà dit, ça va poser le problème de qui va déterminer la politique de la nation si le Premier ministre dispose d'une majorité à l'Assemblée qui lui est acquise au détriment du président. Et puis il n'est pas responsable. Donc, il y a un problème de cohérence sur ce point très précis. D'accord. Nous devrons peut-être réfléchir. Ça fait partie de ce que j'appelle les interrogations et des propositions que j'ai faites. Avant de passer la parole à Abdraman, est-ce que ce projet va consacrer la fin des coups d'État au Mali, du cycle des coups d'État? Ma conviction la plus intime est qu'une constitution ne vaut que par l'usage que les citoyens en font. C'est pourquoi je dis, les autorités doivent faire preuve de républicanisme et de démocratie, d'exemplarité, de redevabilité, mais sous l'œil vigilant des citoyens. Pour moi, la seule façon d'éviter les coups d'État, c'est une opinion publique, formée, informée, vigilante, qui travaille pour éviter les dérives des gouvernants et qui dira non à une rupture de l'ordre constitutionnel. Mais il n'y a pas de rupture de l'ordre constitutionnel si les citoyens jouent leur rôle en amont. D'accord. Il ne faut pas tout applaudir. Effectivement. Oui, effectivement. Mais on n'a pas attendu cette opinion publique pour mettre certains jalons, pour poser certains jalons, endiguer certains, pour lever certains équivoques par rapport, par exemple, au troisième mandat. Cette fois-ci, on a amélioré dans le texte, on a dit en aucun cas, nul ne peut faire. Ça fait partie des innovations à saluer. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas mieux indiqué également
de dire que les coups d'État ne sont pas amnistiables. En aucun cas. Non, ne sont pas amnistiables. Oh, oui. Parce qu'en réalité, ce sont les amnisties qu'on a accordées à tous les coups d'État. D'ajouter en aucun cas. Tout à fait. Ouais. Parce que les coups d'État sont transformés en mutinerie. Ou échappés. On amnistie. Et Sanogo, on a amnistié. Donc c'est des mutineries qui Ceux qui conduisent sont- à la ceux démission. qui C'est des coups d'État, mais Ceux qui sont là, on par le sait que prudence. c'est des coups d'État, mais par prudence, Ouais. on préfère amnistier. Est-ce qu'il n'est pas indiqué de mettre de la même façon on a mis en aucun cas? On ne peut pas faire, nul ne peut faire plus de 2 mandats en aucun cas, de mettre en aucun cas, le coup d'État n'est amnistiable. Je vous ai dit que au-delà des enrichissements et des innovations que j'ai saluées, j'ai des interrogations Oui, lesquels? et des propositions. Allez-y. Parmi les propositions, il y a celle-ci. Si on ne souhaite plus de coup d'État, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de blanchiment de coup d'État. Mais surtout, il faut travailler pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Et la meilleure façon, je viens d'en parler. Les autorités, les dirigeants, les citoyens, chacun jouant parfaitement son rôle, une opinion publique qui est là, qui est le meilleur rempart. J'ai des interrogations sur le bicaméralisme qui est posé. Je pense très sincèrement que le Mali est dans une situation aujourd'hui où on n'a pas de temps et d'énergie à perdre par ce qu'on appelle la navette parlementaire. Une seule loi qui vient devant une chambre, qui va devant l'autre chambre, il faut qu'ils votent dans les mêmes termes. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils se mettent ensemble. Si ce n'est pas le cas, il faut que le Premier ministre intervienne pour qu'ils se mettent ensemble. Franchement, on a tellement de choses à faire aujourd'hui qu'on n'a ni le temps, ni de l'énergie à perdre, Ni les ressources. ni les ressources. Mais Ça, maître, comment Oui, mais pensez-vous... c'est aussi une manière de prendre en compte les exigences de comment l'accord pour pensez-vous la paix. qu'on peut se conformer aux réformes institutionnelles contenues dans nos engagements vis-à-vis Oui, des surtout de mouvements l'accord, armés dans l'accord du processus d'Alger en évitant le bicaméralisme? j'ai dit que j'ai des interrogations, des propositions. Allez-y. Laissez-moi juste aller au terme. Allez-y. Alors, quelle est la solution pour moi? C'est d'abord de saluer très fortement cette volonté d'impliquer les autorités traditionnelles et religieuses, mais de façon différente. De mon point de vue, le Haut Conseil, Au Conseil de la Nation. de la Nation peut être la somme des prérogatives actuelles du Haut Conseil, des collectivités et du Conseil économique, social et culturel, avec une mission encore plus précise, travailler à la cohésion nationale. Et là, ils pourraient tous se retrouver là-bas, dans le respect de ce qu'on souhaite pour l'accord d'Alger, sans exposer ces autorités aux aléas des luttes politiques. Parce que dans un parlement, quand on vote une loi, on prend position. Quand on ne vote pas, on prend position. Et à partir de ce moment, est-ce qu'on ne risque pas de perdre de son autorité? Il faut qu'ils soient là, il faut les valoriser au plan institutionnel, mais il ne faut pas les mouiller. Donc, moi je propose que le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique, social et culturel soient mis ensemble, fusionnés avec des prérogatives nouvelles pour en faire cette deuxième chambre. Je pense également qu'il faut uniformiser le rôle de la Cour constitutionnelle dans l'appréciation du contentieux électoral. Ne pas soustraire l'élection présidentielle. Faire les mêmes règles pour les deux élections où la Cour constitutionnelle n'intervient qu'en cas de contestation. Ça me semble important. Il y a quelque chose qui est dit, on ne voit pas un peu. N'importe quel ministre présent lors des délibérations peut demander la parole et intervenir. C'est la grosse pagaille. Ça ne peut pas, ça ne doit pas se faire. Et si on pense que c'est utile, parce qu'on a vu un cas récemment, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a cette disposition, il faudrait que le ministre en charge des relations avec les institutions, qui est toujours présent, et qui est présent d'ordre du Premier ministre, demande cela. Pas qu'un ministre qui veut juste apparaître à la télé, c'est là pour venir dire voilà, voilà, voilà.
Il y a le mandat des membres de la Cour constitutionnelle. 7 ans, non renouvelable. Mais chaque 7 ans, on repart à zéro. Moi, je pense qu'il faut un mandat de 9 ans et renouvelable. Oui, mais par ailleurs, tiers. Je termine tout de suite. S'il vous plaît. Et la limitation du nombre de ministres à 29 me paraît être une fantaisie. Il faut laisser le président tenir compte des impératifs de moment pour faire un gouvernement de 18, de 15, de 20 ou de 32 même. Et j'en termine. Le Conseil supérieur de la magistrature, on a dit beaucoup de choses à ce sujet. Il faut simplement intégrer le fait qu'aujourd'hui, les citoyens peuvent saisir ce conseil, que la moitié des membres ne sont pas des magistrats et que cela peut fortement atténuer la présence du président. C'est votre dernière question. Vous posez votre dernière. C'est votre dernière question. Allez-y. Vous avez été par le passé confronté à un problème d'âge pour être présidentiable à l'époque. Je rappelle, en 92. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la limite d'âge dans une constitution? 75 ans. 75 ans. Pourquoi on doit vraiment limiter l'âge de la présidentiabilité à 75 ans? Vous savez, tout choix a une part d'arbitraire. Moi seul, je ne mettrai pas cette limite, ce plafond. Mais encore une fois, je l'ai dit, personne ne peut être pleinement satisfait. C'est un choix populiste alors? Non. Arbitraire, pourquoi? Je dis, ce n'est pas que ce soit. Tous les choix du monde, quand vous décidez pour votre dîner de prendre le couscous ou le poulet, vous faites un choix et ce choix comporte une part d'arbitraire. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais je ne dis pas qu'il y a des arbitraires dans ça. Bruno, votre dernière question, allez-y. Maître Tal, dans le chronogramme établi, le référendum, puisque ce processus-là doit nous conduire vers le référendum constitutionnel, est prévu pour mars 2023. Mais avec l'analyse que les uns et les autres, dont vous, ce n'est qu'une esquisse, ce n'est qu'une maquette, ça doit être amélioré, ça veut dire toutes les imperfections, toutes les interrogations, toutes les inquiétudes à intégrer pour que le texte soit peaufiné, atterrir en devenir projet de loi devant le gouvernement qui va l'adopter, l'envoyer au CNT, ce processus-là. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir tenir dans ce délai-là, ce chronogramme-là? J'ai déjà répondu à cela. Je dis, le chronogramme répond à des contraintes qui nous ont été imposées et que nous avons acceptées. Ça comporte, ça nous oblige à aller beaucoup plus vite. Et je l'ai dit sous forme de boutade, peut-être à dormir moins, peut-être à manger moins, mais en faisant face aux difficultés. C'est vrai que le temps est très serré, mais il ne faut en aucun cas occulter le débat. Parce que la Constitution doit être le plus consensuel possible, même s'il ne fera jamais l'unanimité. Allez-y, cette nécessité de débat nous conduit à prolonger la transition. Oui, vous n'avez plus la parole. Allez-y. Pardon? Pourquoi mettre une dernière question? Dernière question. Aujourd'hui, tu m'as dit que c'est la dernière. Non, c'est la dernière. Le maître mot, depuis quelque temps, c'est la refondation. En quoi cet avant-projet refonde le Mali? En 30 secondes, maître. Vous savez, une constitution n'est qu'un élément de la refondation. On ne peut pas dire que la constitution refonde le Mali. On peut juste dire que la constitution... Si vous voulez, participe à la refondation. Je vous ai parlé tout de suite des 10 innovations majeures importantes qui font partie de la rénovation de la refondation du Mali. Je viens de citer au moins 10 cas, il y en a d'autres. Donc, elle ne refonde pas le Mali. Cette constitution en gestation, elle contribue à la refondation du Mali et ce n'est pas forcément la même chose. Avec toutes ces imperfections, vous croyez au Mali Koura? Attendez. Le Mali Koura, avec cette mouture-là. Si vous me demandez une appréciation globale, je ne dirais pas que c'est mauvais. Je vous dis, ils ont fait du très bon travail dans un délai donné. Mais ce travail n'est pas parfait, comme toute autre. Il est perfect. Mais ce travail doit poser la base du Mali Koura. Nous devons travailler à améliorer ce texte. J'ai fait des propositions d'amélioration, mais ça ne signifie pas que le texte fondamentalement n'est pas bon. C'est tout le contraire que j'ai souhaité dire. Le temps étant serré aussi dans ce jury, nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Vraiment, nous sommes dans les secrets de la délibération. Aujourd'hui, je pense que vraiment,
Je pense qu'il a, malgré ce que j'ai toujours déploré, mais lui, ça se justifie pour lui, puisqu'en réalité, c'est la branche politique de la transition. Il est dans son rôle quand il supporte, il défend la transition en tout lieu, en toutes circonstances, même pour les causes indéfendables. Hein, il joue quand même son rôle. À cela s'ajoute, en plus de ce manteau, s'ajoute également son manteau d'avocat. Et c'est ce qu'il fait très bien. Par rapport au sujet principal qui nous a intéressé ici, la Constitution, je pense que vraiment il s'est montré à la hauteur. Là où ça ne va pas, il a clairement dit que vraiment il y a eu des dérapages dans la rédaction. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a relevées. Et surtout, je retiens qu'il a également, ne se limite pas à relever des lacunes, à égrener des lacunes, mais il fait également des propositions. Vraiment, je ne l'ai pas vu vraiment s'écarter du bon sens dans l'appréciation de ce que du sujet qui nous a intéressés ici. Je pense qu'il est vraiment acquittable. Bruno, allez-y. Quasiment dans la même trompette, Maître Moutagatal, en tout cas, allez-y, Bruno. Par la force de l'argument, arrive à j'allais dire, défendre avec conviction tout ce en quoi il croit. Et j'allais emprunter quasiment l'expression de mon voisin, Maître Moutagatal, par rapport au pouvoir de transition. C'est le M5, donc je vois qu'il ne pourrait pas en être autrement par rapport à l'initiative constitutionnelle. Mais je me félicite du fait qu'il a apporté des améliorations, des propositions, des interrogations, et avec un ton assez pertinent, je crois qu'on va l'acquitter. Merci. Au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé, vous ne me laissez d'autre choix que... On ne te facilite pas qu'on te laisse, on te facilite ta tâche d'acquitter. De libérer purement et simplement l'accusé de l'un de l'accusation. Maître, par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci, je vais aller vite et dire que malgré l'indulgence des jurés, je tiens à dire qu'en 32 années de vie politique active, et peut-être 35 ou plus années de vie militante, je n'ai jamais été surpris en train de défendre des causes indéfendables. Pourquoi d'ailleurs, on ne m'a jamais vu avec deux propos tenus mis ensemble dans les VAR, on ne m'a jamais vu faire deux choses. J'ai suivi un chemin rectiligne, clair, net, sans ambiguïté et sans détour. Je ne m'en écarterai pas en fonction des circonstances. Je voudrais, pour revenir à la Constitution, en appeler tous les Maliens à ceci. Rien n'est définitivement inscrit dans le marbre. Le débat doit se poursuivre dans la sérénité. On doit s'écouter pour avoir un texte consensuel et qui pourrait convenir à tous, malgré le fait que personne n'aura tout ce qu'il veut dans un tel exercice. Je vous remercie encore une fois de votre intelligence, Monsieur le Président, Monsieur le jury. C'est sur cette plaidoirie de dernière minute, même après le prononcé du verdict, que prend fin ce numéro de votre émission. Les grands jurys qui recevaient comme invité le président du CNID Faso Iriwaton, acteur clé de l'avènement de la Troisième République ici au Mali. Merci encore de nous avoir suivis et clin d'œil à nos téléspectateurs du côté de la cité des Balanzans.